Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. Ce soir, on revient sur un sujet qui fait l'actualité à La Réunion depuis maintenant de novembre 2018. On parle du mouvement des Gilets jaunes et tout ce que ça a, j'allais dire, déclenché, parce que les mouvements continuent. Il y a beaucoup d'individualités sur le terrain. Chacun mène un petit peu sa bataille. Et ce qui est, je dirais pas rigolo, parce que ça ne l'est pas, c'est de voir comment ces personnes ont du mal aussi à s'entendre. Comment, parfois, pour des raisons très, j'allais dire, parfois simples, ils ont du mal à communiquer, ils ont du mal à définir ensemble un projet. Donc on va voir comment ça s'est passé il y a quelques jours aux Azalées, comment les différents mouvements qui ont bien voulu s'y rendre pour discuter, pour les ateliers, ont fait. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Et pour nous en parler, deux des personnes qui étaient ce week-end du 11 et du 12 juillet. Bonsoir Salim Moussadji. Bonsoir. Et bonsoir Arnaud Jaco. Bonsoir. Alors, avant de commencer, on va juste permettre à Salim Moussadji de s'exprimer sur un dossier qui lui tient à cœur. C'est ce dossier économique dans lequel il est depuis plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu une avancée ? Voilà, on a déjà présenté l'affaire qui est emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. Et ça met en cause la BRED qui a viré toutes nos sociétés. Donc on a assigné la BRED à Paris pour rupture abusive des concours bancaires et collusion frauduleuse avec la Sogeco pour l'accaparement de nos parts sociales en fraude de nos droits. Donc l'affaire a été jugée, l'avocat a omis les pièces apparemment. Il dit qu'il a envoyé, mais l'enveloppe lui est retournée non ouverte. Donc il n'y a que des trucs comme ça dans notre affaire. On s'est pris 130 000 euros d'amende avec exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Paris. Donc les médias en ont parlé, ils ont mis la BRED mis hors de cause. Sauf que nous, on a fait une conférence, on les a invités, ils ne sont pas venus. Par contre, on vient d'avoir une décision du 30 juin de la Cour d'appel de Paris. Donc on a saisi le premier président de la Cour d'appel de Paris pour demander la suspension de l'exécution provisoire. Et comme c'était exécutoire, ils ont demandé la radiation de notre appel. La BRED a été déboutée de l'ensemble de ces demandes. Ce qui nous ouvre maintenant les portes vers un procès devant la Cour d'appel de Paris contre la BRED, dont l'ancien directeur est devenu grand patron du journal Le Quotidien, qui se retrouve directeur d'une grosse institution, dont le PDG de la Sogeco en est le président. Donc on voit bien les réseaux, tout ça on a des preuves. Et on voit bien, je voudrais parler, on va improviser, parce que tout est lié, on est en interaction. Donc on va mettre en avant comment les réseaux financiers, ils tuent les entreprises qui les gênent, parce qu'on parle de l'emploi. Et ce sont les TPE et les PME qui créent près de 85% des emplois à La Réunion. Nous, on a créé 45, ils ont tout pillé, les boîtes ont été fermées, donc avec des dizaines d'emplois détruits, donc qui font beaucoup de mal à La Réunion. Et le problème, c'est le problème de La Réunion. Tant qu'on est petit, c'est bon. Et dès qu'on commence à monter, à faire de l'ombre, au monopole en place, soit on nous rachète pour pas cher, soit on nous tue. Et on voit bien l'affaire des éleveurs. Il y a d'autres affaires, il y a beaucoup d'affaires. Aujourd'hui, aux Azalées, nous, on a ouvert un espace avec les révoltés du 974 depuis plusieurs mois. On a une véritable convergence des luttes. On a mis un site avec micro, baf, où les victimes viennent mettre sur la place publique. Ils viennent dénoncer maintenant, parce que comme la vérité ne passe pas dans les salles fermées des tribunaux, nous, on a décidé de mettre la vérité des faits sur la place publique pour sensibiliser, conscientiser la population. Et dans ce cadre-là, dans quelques jours, le 22 juillet, il y a Ernest Pardo qui a fait un livre Supercherie judiciaire, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. Il arrive à La Réunion, c'est les Azalées, les révoltés, on le fait venir pour 2 conférences, on informera la population bien entendu pour dénoncer. C'est un système de supercherie. Le nouveau ministre de la Justice, grand avocat, tout le monde en parle, Dupond-Moretti, j'ai écouté ses déclarations, il vient de dire qu'il veillera à ce que le principe du contradictoire soit vraiment respecté, car sans principe du contradictoire, la justice n'est rien. Donc il l'a dit, s'il se permet de le rappeler, ce qu'il y a un souci. Et nous, on voit bien dans notre affaire, on a fait 10 pages de demande d'acte au juge d'instruction, il y a une enquête, on dépose plainte, tout a été refusé, même une confrontation avec les dirigeants de la Sogeco nous a été refusée, de réentendre les témoins, de réentendre les experts, de réentendre tout le monde, tout nous a été refusé.
Et on s'est pris 10 000 euros d'amende pour avoir déposé plainte contre eux. On voit bien contre la Bred. Et on voit bien c'est une mise à mort. Je conclurai, on a fait un rapport d'expertise qui a été rangé au placard par le juge d'instruction. Il dit bien, je conclurai par le rappel du courrier Bred du 10 octobre 2006 qui a informé les consorts Moussagi qu'elle maintenait la rupture des concours bancaires alors que toutes les exigences avaient été satisfaites. On a mis un demi-million sur la table, 1 300 000 euros de caution personnelle. La société MDOI, Moussagi Distribution, fait 300 000 euros de bénéfices en 2006. On est mis à la porte comme des malpropres par un banquier véreux qui va se retrouver témoin de bonne moralité de nos adversaires devant un tribunal privé. Et il va reconnaître même dans ses PV d'audition que les sociétés n'étaient pas en situation compromise. Il va mettre par écrit qu'avant la vente, il a été contacté par la Sogeco pour savoir si nos sociétés étaient reprenables. On voit bien les liens de connivence, mais on dépose plainte. Il n'y a pas de contradictoire. Tous les rapports qui gênent les gros, et c'est valable, on peut le transposer dans d'autres affaires. Quand il y a un puissant en face, tout ce qui gêne le gros, les magistrats ils mettent de côté et on va nommer des experts judiciaires qui sortent de l'autre côté de la Réunion, qui connaissent rien et qui vont rendre des rapports bidons. Voilà. Non, Jaco. Oui, je trouve derrière les événements douloureux et scandaleux dont parle Salim, je trouve qu'il faut essayer de comprendre le système qui est derrière ça et comment il fonctionne pour essayer d'avoir un regard synthétique sur la chose. Et c'est la raison pour laquelle on parle beaucoup, encore aujourd'hui, de la Réunion comme d'une économie de comptoir. Je peux en parler ? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, on ne produit pas grand-chose pour la consommation de la population. On importe énormément. Ça, c'est une volonté politique. C'est la politique, au bout, qui donne à l'économie ce qu'elle a besoin, c'est-à-dire la place pour faire une économie artificielle. Mais on peut se demander, je suis d'accord, mais on peut se demander si, par derrière, ce n'est pas l'économie qui, finalement, propose ou suggère à la politique d'agir de cette façon, c'est-à-dire de lui ouvrir les portes. Et quand on parle d'économie et d'économie de comptoir, il faut parler des importateurs. C'est toujours des gros oiseaux, comme on dit. C'est-à-dire monopoles, lobbies, qui se font un fric fou en important et en distribuant ce qu'ils importent ici. L'économie repose là-dessus, avec l'accord de la politique. Volonté ou accord. En attendant, il y a une entente. Et comment ils sont financés, ces gens ? Ils sont financés par le système bancaire, le système financier. Le système financier, je le sais, nous le savons tous de diverses façons, il finance essentiellement ce qui lui rapporte. Oui. Et ce qui lui rapporte, c'est les lobbies, les importateurs, tout ça. C'est pas les petits bougs qui essayent d'obtenir un prêt pour leurs petites affaires. C'est pas ceux qui empruntent 10 000 euros. C'est ceux qui empruntent 1 million. Voilà. Donc, les deux se tiennent véritablement ensemble parce qu'ils bénéficient l'un de l'autre de leur fonctionnement. Il arrive qu'il y ait des problèmes. C'est-à-dire que des petits bougs ne se laissent pas forcément faire. Alors là, on fait intervenir le système judiciaire. Et avec les années, il est difficile de ne pas penser que le système judiciaire est partisan. Contrairement à tout aux beaux discours et aux beaux principes de la législation. Le système judiciaire, il n'est pas construit par les petits bougs, il n'est pas construit par les Moussagi, il est construit par l'entente des puissants de ce monde, des instances dirigeantes. Et il fonctionne au bénéfice de ces gens. Et qui font partie des réseaux. Alors, en plus, non mais attends, d'abord tu as le trépied. Le trépied, dans le système judiciaire, il y a des gens honnêtes, je le reconnais. Non, bien sûr. Mais le système lui-même me paraît complètement contaminé. Et donc, c'est le trépied, gros importateur, gros financier, et système judiciaire qui devient complice. Et comment c'est cimenté ça ? Comment on tient tout ensemble ? Par les réseaux. Alors, les réseaux, ils sont multiples, ils sont, comme on dit, interconnectés. Il y a les réseaux socio-professionnels, il y a les réseaux plus ou moins humanitaires, à l'intérieur desquels, en même temps, on gère ses affaires personnelles, selon son intérêt. Il y a les réseaux philosophiques. J'avais dit ésotériques. Ésotériques, philosophiques, loges, tous ces trucs-là, qui fonctionnent aussi de manière interconnectée, tout ça. C'est eux, c'est les réseaux qui tiennent ensemble ces trois piliers qui mettent à terre des gens comme les Moussagi et comme beaucoup d'autres. Oui.
Voilà Oui, ce que je voulais dire. Voilà comment fonctionne le système. J'allais dire que, en fait, rien n'a changé depuis le XVIIIe siècle à La Réunion. C'est probablement, non. C'est toujours les puissants qui ont la main et c'est toujours les puissants qui décident. Rappelez-vous, lorsque Napoléon rétablit l'esclavage alors qu'il l'avait lui-même mis fin, qu'il a lui-même aboli l'esclavage. Derrière, on savait que c'était les puissants qui avaient besoin de cette main-d'œuvre bon marché, gratuit, pour continuer à s'enrichir. Je suis complètement d'accord. Et en plus, il faut quand même dire, il ne faut pas croire que l'abolition de l'esclavage est due à des motifs humanitaires. C'est simplement que l'industrie qui était naissante coûtait meilleur marché que les esclaves. C'est tout. Encore une fois, l'intérêt financier des puissants de ce monde. Ça n'a pas changé. Et ça montre aussi qu'aujourd'hui, quand on regarde les niveaux de notre société et même les entreprises, vous avez les artisans, vous avez les TPE, les très petites entreprises, vous avez les PME, les petites et moyennes entreprises. Après, vous avez ce qu'on appelle, ça commence à devenir au-delà de 50 salariés, des entreprises plus importantes. Mais on voit bien que quand on est petit, c'est difficile. Il faut se battre, il faut tout faire. Entre une grosse entreprise et une petite, en bas, la petite entreprise doit tout faire. Le travailler, chercher du travail, réussir l'administration, faire ses déclarations sociales, être partout. Alors que le chef d'entreprise d'une grosse entreprise, lui, il est juste là pour dire qui travaille. Il tire les ficelles. Et il tire les ficelles. C'est pour ça que c'est difficile pour quelqu'un qui est chef de petite entreprise, de PME, de tenir souvent face à la situation, parce que tout est fait pour que la petite entreprise meure. Et on l'a vu avec le Covid que ça n'a pas tenu. Lorsqu'il n'y a plus de travail, lorsqu'on ne peut plus travailler, on ne peut faire qu'une chose, c'est disparaître. Il faut rappeler que pendant que l'économie de la population s'appauvrit, pendant ce temps-là, les grosses fortunes font un peu plus de pognon grâce à la pandémie. Tout à fait. Et ça, c'est à chaque crise, et c'est ça qui est un paradoxe, chaque crise enrichit un peu plus les plus riches. On ne sait pas comment, mais on peut vous le dire. Voilà, ça c'est un petit peu... J'ai tout trouvé ça, cette image-là, toujours très significative. C'est lorsque vous êtes endetté que vous enrichissez la banque. On va maintenant passer à l'autre sujet, c'est-à-dire parler de cette révolte, parce qu'on disait qu'il faut que le peuple se révolte, pas la révolte pour aller taper sur ceux qui ont le pouvoir, non, c'est de trouver comment vivre décemment. Quel projet de vie faire pour avoir une vie décente, respectable. Et aux Azalées, c'est ce qu'ils font depuis maintenant le début du mouvement Gilets jaunes et des autres mouvements qui se sont créés. Et le 11 et le 12 juillet, il y a eu une réunion là-haut. On va d'abord demander à Arnaud Jacou et à Saïm Mousadji qui ont participé. Comment ça s'est passé? Quelle était l'ambiance? L'ambiance, elle était bien. En fin de compte, on commence à... moi, je suis tout le temps aux Azalées. Avec les révoltés, on est installés. Donc, tous les lundis... Juste rappeler que les révoltés 974, c'est une association des victimes de dysfonctionnement judiciaire. On s'est dit que l'union fait la force. On s'est mis en association. Avant, c'était Éveil citoyen. Justement, pour s'entraider. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de victimes qui nous rejoignent, qui osent parler, qui osent dénoncer. Donc, c'est tant mieux. Donc, sur ce côté-là, de toute façon... Et on est en train d'informer la population sur ce qui se passe vraiment. Et aux Azalées, ce qui est bien, on s'entend, on arrive à gérer les problèmes. On a essayé de nous décrédibiliser par des médias, par certains élus. Mais nous, au niveau de la municipalité, ils nous ont jamais embêtés. Je pense qu'au-delà, on a déjà discuté un peu. Ils connaissent qu'on est là vraiment pour faire avancer la Réunion. Donc aujourd'hui, l'image est en train de changer parce qu'on a parlé de cambrioler de poubelles. Vous voyez des gens, comment on parle de cambrioler de poubelles, on cambriole des poubelles. On a essayé de nous salir, de nous décrédibiliser, mais malgré ça, aujourd'hui, on a arrivé à créer une convergence où des gens de tous bords nous rejoignent autour d'un vrai projet pour la Réunion avec chacun ses compétences, chacun son savoir-faire. Où la place c'est pour deux mondes, comme on dit. Là, c'est pour la Réunion, pour le monde réunionnais, tout le monde ensemble, et avec un élan de solidarité qui est en train de monter.
Arnaud Jacou, depuis le mouvement des Gilets jaunes, comment a évolué l'image qu'ont les Réunionnais des Azalées? Oui. Alors, comment elle a évolué, comment elle évolue? Parce que l'image, on va le redire, l'image des gens évolue en fonction des informations qu'ils perçoivent. Ce qui compte dans la communication sociale, c'est pas ce que disent, ce que veulent les gens, c'est comment les autres perçoivent ce qui est dit et ce qui est vécu. Et je pense, enfin, en ce qui me concerne, moi je fais le psychosociologue ici. C'est-à-dire, je ne suis pas militant des mouvements alternatifs, mais je suis un observateur, un témoin attentif et sympathisant de ces mouvements. Et j'observe que quand je parle de mouvements alternatifs, je parle pas seulement des individus, des personnes qui pour toutes sortes de raisons ont rejoint le rond-point des Azalées, mais je parle des mouvements, organismes, courants reconnus ici à La Réunion, je ne vais pas les citer, mais gens reconnus qui agissent depuis longtemps dans tel ou tel domaine, soit de l'environnement, soit de la citoyenneté du civisme, soit enfin dans d'autres domaines, dans les alternatives alimentaires et tout cela. Et je vois qu'il y a une convergence de plus en plus évidente. Le 14 juin, la première rencontre qui a eu lieu, j'ai compté personnellement 130 personnes. Et ce week-end, j'ai pas compté parce qu'il y en avait autant, et ça a duré un week-end, sous forme d'ateliers, sous forme de rencontres de travail, de réflexion, avec un niveau de maturité que je n'ai jamais vu ici à La Réunion, une maturité de la part de gens, de simples gens, pas les gros intellectuels de l'université ou de je sais pas quoi, des instances politiques. Non, des gens qui viennent de partout, qui se mouillent, qui s'impliquent, parce que ils ne vont pas aujourd'hui se confronter de front avec la société telle qu'elle existe. Ils sont en train de construire des alternatives, évidemment partielles, une sorte de multitude de petites sociétés qui agissent de façon parallèle, dans tous les domaines, parallèles à la grande société. Donc, à mon sens, je vois que la population a un autre regard qu'au temps où ils occupaient les rues, ils empêchaient les voitures de passer, ils faisaient des manifestations bruyantes ou plus ou moins violentes. Là, quand on fait des manifestations comme ça, on se met à dos la majeure partie de la population. C'est le peuple qui se bat contre le peuple. Aujourd'hui, il se passe autre chose. Les gens, d'abord, il y a des gens réfléchis, il y a des universitaires qui travaillent là-bas et qui essayent de mettre une vraie maturité, une vraie conscience dans les alternatives qui sont proposées et qui vont conduire à des actions. C'est pas les discours, c'est pas le cabaret qui change le monde, c'est la confrontation de nos actions qui nous permettent de sentir, de nous mesurer à l'épaisseur des choses et à la réalité du monde. C'est en train de se passer. Et je peux encore dire quelque chose sur ce qui se passe sur place. C'est ça qui m'a beaucoup surpris. D'abord, je veux parler des gens et je veux parler des thématiques qui sont discutées. D'abord, ce qui est frappant, c'est la place des femmes. On voit il ne s'agit pas du tout de la matrifocalité, matrilinéarité traditionnelle et universitaire. Il s'agit de jeunes femmes qui ont, je sais pas, 30 ans et qui organisent et coordonnent les grands débats publics et qui, en même temps, de temps en temps, s'occupent aussi, comme les mecs d'ailleurs, de la cuisine, des repas, toutes ces choses-là. La place des femmes éminentes et qui savent amener les choses dans un climat pacifique et fructueux qui m'a vraiment étonné. Je dirais aussi en passant la place des animaux, parce que sur le rond-point, les chats, les poules qui sont en train de pondre et chantent leur ponte, tout ça. C'est comme si on est dans un monde parallèle évidemment, utopique. Mais non, pas utopique, pas du tout. Mais on est loin du monde aseptisé, où il faut que tout soit en ordre, loin de tout. On a le sentiment d'une vraie vie. Et les gens construisent. Ils ont construit de quoi, momentanément en tout cas, vivre leur vie, même pouvoir dormir, s'asseoir, faire la cuisine, laver la vaisselle, nettoyer les choses, tout ça. Le tout vécu dans un climat où on ne sent pas, comme on le sent dans la société, sans arrêt, les tentatives de prise de pouvoir, les tentatives de leadership autoritaire et toutes ces choses-là. Ça ne se passe pas. Il y a de vrais débats, de vraies discussions, de manière pacifique,
et de manière extrêmement constructive. Alors, je dis encore une chose sur les thématiques, parce que on a abordé le problème des rapports entre hommes et femmes, avec des témoignages, moi, qui m'ont bouleversé. Pourtant, je suis un spécialiste des violences dont les femmes sont les victimes. Mais des témoignages, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, avec un respect réciproque étonnant, vraiment étonnant, de la part de gens qu'on considère comme des marginaux, comme des drogués, comme des voyous. C'est pas vrai. Vous comprenez, c'est pas vrai. C'est des gens il y a un niveau de maturité, encore je le répète, qui m'étonne. Les thématiques sur l'éducation, les thématiques sur l'éducation, parce qu'il y a pas mal d'enseignants de l'éducation nationale, mais qui se posent des questions à partir de modèles éducatifs. Si on prend Montessori, Samoril de Nil, si on prend Makarenko, si on prend Freinet, si on prend tout ça, qui se posent des questions sur l'avenir des enfants, dans quelle direction il est orienté. Est-ce que ce sont de purs produits de la consommation et de la production, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? On a beaucoup parlé d'identité, alors forcément en interaction avec le problème du racisme, qui est un racisme structurel, a été dit, et pas un racisme qui touche des personnes. Moi, je suis un oreille qui cause pas créole, et probablement c'est un handicap, mais les gens acceptent la parole de chacun. Le racisme, le problème du colonialisme et de la perpétuation de comportements coloniaux, même si ça passé. Donc voilà ce que je voulais dire. Des thématiques qu'on aimerait voir traitées dans les médias en particulier, de façon à aborder les choses, pas seulement du point de vue émotionnel, dans l'actualité, mais pour aller au fond des problèmes qui touchent la Réunion. Merci Anne Jacou. On va faire une pause avant de revenir justement sur le fond du sujet. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder deux reportages. J'ai interviewé Yves Etève sur la reprise du championnat de football à La Réunion. Après, j'ai posé une question à Jériane, qui gère le cabaret de Portail à Saint-Leu. Je vous propose de les écouter et on se retrouve juste après pour la suite de nos échanges. Prêt à partir, il y a ceux qui sont prêts, et puis il y a ceux qui sont un peu moins prêts, forcément. Sur le plan finance, étant donné que les clubs de R1 et R2, notamment, vivent beaucoup sur les finances, les subventions de la mairie, au début, là, mois de juillet, août, jusqu'au 15 septembre, jusqu'à la rentrée, quoi. Ils vont avoir un petit peu de mal à joindre les deux bouts, mais bon... les joueurs, c'est pas des professionnels, donc ils peuvent attendre un petit peu s'ils ont des indemnités. Et que les joueurs fédéraux en R1, ben eux, ils vont avoir leur somme, à mon avis. Hein, et puis les entraîneurs, je pense que la Ligue va accompagner un petit peu autant que possible les délégués de Ligue, les arbitres, les clubs qui ne peuvent pas. On va demander d'attendre un petit peu, on va cautionner en quelque sorte. Et puis, le fonds de solidarité de la fédération a mis en place, mais le fonds c'est pas assez généreux, quoi. C'est bien, la Ligue va mettre, la fédération a mis 7 € sur les licences, pas l'essentiel l'année dernière. Donc nous on va rajouter 5, donc 3 d'office avec la fédération, 2 et nous, 7 et 3, 10 et 2, 12, c'est quand même un petit coup de pouce intéressant, en sachant qu'on va prendre... on va mettre un petit fonds en cas de nécessité, bien sûr, j'ai dit les observateurs délégués, et éventuellement pour ceux qui ont des grosses difficultés pour payer tout de suite les arbitres, on va les arbitres être compréhensibles, pour ceux qui sont pressés, on va pallier un peu. Voilà, on va jouer ce rôle-là. Les ballons, comme d'habitude, on donne beaucoup de ballons depuis qu'on est retourné, même avant d'ailleurs. Là, on a un conteneur de la dotation Nike, ça c'est la fédération qui nous offre cette dotation. La Ligue a demandé les ballons. C'est arrivé depuis 3 mois, les ballons, 3 mois et demi, ils sont confinés. Pendant les données quand même. Non, je pense qu'il faut jouer. Les jeunes doivent jouer. Les jeunes ne sont pas faits pour rester à la maison dans le pantalon de papa et la robe de la maman. Donc
la peur est peut-être plus un peu là, mais on ne peut pas vivre avec la peur. Je pense qu'il faut, quoi qu'on fasse demain, il faut qu'on apprenne, je fais partie de ceux qui disent ça, qu'on apprenne à vivre avec le virus intelligemment, éviter ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai demandé à mes clubs dans le mois de juillet-août, autant que possible, tant qu'on n'a pas le contrôle de la fédération, de ne pas utiliser les vestiaires. Les vestiaires, c'est un endroit qui est quand même relativement petit, ce n'est pas des grands espaces. Et si on met 30 personnes, 40 personnes là-dedans, il suffit que quelqu'un a des problèmes, que tout le monde va se retrouver malade. Voilà. Après, j'espère qu'on n'aura pas de remontée de ce virus et que l'on pourra retrouver petit à petit, assez rapidement quand même, notre vie un petit peu d'avant. Au moins, la vie à peu près normale pour tenir compte des choses qu'on n'est pas connues avant, qu'il faudra mettre en place après. Je pense que dans tout le secteur, dans toute la vie, tout ce qui est des événements de ce genre, un tsunami, les virus, des volcans dans certains pays qui peuvent dévaster toute une île ou autre, ça, les événements de 2011 aux États-Unis, les guerres qu'on a autour de nous, tout ça, ça incite bien sûr à la réflexion, à aménager, quand on a son temps de vie, à jeter un regard différent chez ses voisins, sur sa famille, chez les enfants, chez les jeunes, chez les moins jeunes. Quand je vois par exemple ce qui s'est passé dans les EHPAD, est un véritable scandale. Il n'y a pas d'autre mot pour dire que comment se fait-il qu'en France, on arrive à mettre la Bibliothèque de France qui coûte énormément d'argent, la pyramide renversée, des châteaux pour permettre aux élus de travailler dans de très bonnes conditions, semble-t-il, et qu'on n'ait pas trouvé une centaine d'hectares au centre de la France ou alors dans les deux, le sud et le nord, mettre en place des entités pour que les personnes âgées qui n'ont pas d'autre choix par rapport aux enfants qui restent ou qui ne sont plus là, qui n'ont pas existé, de pouvoir finir leur jour dans un pays comme la France tout à fait correctement. Ça ne méritait pas ce qu'on a vu. Voilà, c'est des regards qui, de toute façon, vont permettre aux uns et aux autres de changer, notamment en politique. Parce que le foot est un sport naturel, parce que le foot est bien pratiqué par les jeunes, c'est formidable. Les jeunes ont besoin de mouvement. Ils sont jeunes dans leur corps, donc ils vont pas comme ça être attaqués par le virus, à moins qu'ils se développent de façon plus grave. Et les plus âgés apportent du spectacle que les gens ne peuvent pas trouver à la télévision. À la télévision, on va voir les grandes équipes européennes, les grandes équipes internationales, mais ça ne suffit pas à dire c'est bien là-bas, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Et ici, pour beaucoup d'entre eux voient leur fils évoluer et faire des choses extraordinaires sur un terrain de football, leurs jeunes ou moins jeunes, eh bien, je pense que c'est une nécessité, ça permet d'oublier tout ça et de repartir à travailler le lundi matin ou le dimanche matin dans des conditions meilleures. Un mental meilleur en tout cas. Cabar, c'est une salle qui a été créée en même temps que l'espace culturel Leclerc à Portail pour accompagner la promotion des artistes réunionnais, des talents de la Réunion. Et c'est pour ça également que le groupe Leclerc a créé un fonds de dotation qui s'appelle le Fonds Réunion des Talents, qui d'ailleurs gère complètement cette salle pour donner une plus grande visibilité à tous les artistes de la Réunion. En fait, on n'a pas beaucoup promotionné cette salle parce qu'on savait dès le départ qu'on aurait eu beaucoup de demandes vu qu'il y a de nombreux talents réunionnais. Donc on fonctionne surtout au coup de cœur
et sur des partenariats avec des personnes qui viennent nous voir. Et ces personnes sont nombreuses d'ailleurs. Et c'est pour ça que la liste d'attente est assez longue. Mais on a une exigence envers nous-mêmes, c'est de proposer des choses originales et inédites. Donc il ne s'agit pas de faire un showcase pour faire un showcase, il ne s'agit pas de faire une séance de dédicace pour une séance de dédicace, il s'agit vraiment d'accompagner de manière inédite et originale avec toutes les capacités de cette salle pour que les artistes se sentent bien et que l'on donne un autre élan à la culture réunionnaise. Pour répondre à justement notre exigence vis-à-vis de nous-mêmes de promouvoir la culture vraiment réunionnaise, par exemple, un des grands événements qu'il y a eu dans cette salle est le Salon du livre rayonné. Comme son intitulé le dit, c'est un salon qui est exclusivement réservé aux éditeurs réunionnais. Donc on n'accueille que des auteurs locaux, que des auteurs qui sont édités localement. Des auteurs locaux qui sont édités dans les maisons d'édition nationales sont les bienvenus bien sûr, mais on leur demande de laisser vraiment la place et de la visibilité pour les auteurs locaux et les éditeurs locaux. Dans le même sens, on a promotionné des nouveaux supports culturels comme le CD de Mehdi Gerville, comme le livre de Gaël Bellem, et on a également ouvert cette salle aux arts plastiques parce que c'est un petit peu aujourd'hui, l'essentiel du Fonds Réunion des Talents est tourné vers les arts graphiques et visuels parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce secteur culturel qui est le moins aidé à La Réunion et qui mérite, à cause de nombreux talents qui existent à La Réunion, d'être vraiment accompagné. La démarche aujourd'hui de Kabar est d'être un peu le réceptacle des actions et de la vision du Fonds Réunion des Talents. C'est pour ça qu'on promotionne énormément les arts graphiques et visuels, ce qui ne nous empêche pas de fonctionner aussi avec des artistes coup de cœur qui ont pour nous l'avantage de porter l'image de La Réunion bien au-delà du territoire. C'est un petit peu le sens profond de la philosophie de Leclerc. C'est ce que le territoire réunionnais nous a donné, comment aujourd'hui on peut le leur rendre et rendre aux talents de La Réunion cette importance et cette visibilité que nous, on peut leur donner au-delà de nos rivages.